y a une dégradation importante qui fait qu'à l'heure où je vous parle, des gens meurent aux urgences quand ils ont des troubles psychiques. Ce néolibéralisme autoritaire, dans nos institutions et dans les institutions de soins, il fonctionne pareil. On fait des 49.3 autoritaires aussi à l'hôpital psychiatrique. Vous voyez, la politique psychiatrique actuelle est abusive, mais la politique actuelle est abusive. Et si vous voulez, et elle nous traumatise toutes et tous. Les gens angoissés, déprimés, ça a toujours existé, ça existera toujours, parce que c'est le tragique de notre existence humaine, ça. Mais comment c'est traité sociétalement, c'est que le néolibéralisme, il individualise des problématiques sociétales et politiques. Vous voyez, c'est la même chose qu'avec l'agriculture intensive. On fout des pesticides dans la psyché des gosses pour qu'ils s'adaptent, et ça va créer des addictions et des choses majeures dans les 30 ans à venir, quoi. L'individu, il a du mal à se dire qu'il faut faire du collectif, mais ça traite deux choses. Ça traite à la fois nos souffrances individuelles, le fait de se relier aux autres, voilà, d'avoir des espaces de parole, on va mieux déjà. C'est ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes sur les ronds-points. Et la deuxième chose, c'est que ça permet de remettre aussi en question le monde dans lequel on est. La psychiatrie, c'est la seule discipline de la médecine où on peut obliger quelqu'un à se soigner. On ne peut pas soigner son consentement. Mathieu Bellassène, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Alors, vous êtes psychiatre, mais aussi lanceur d'alerte et auteur de plusieurs ouvrages, dont La santé mentale, vers un bonheur sous contrôle, et tout récemment, Abolir la contention. Dans vos travaux et à travers vos activités, vous faites le lien entre la psychiatrie, au sens de la prise en charge des malades, et notre organisation politique globale qui s'incarne dans le néolibéralisme. Alors, au cours de cet entretien, on va essayer de comprendre le lien qu'il y a entre les deux et les difficultés auxquelles vous, les professionnels, êtes confrontés. C'est assez symptomatique du grand déni dans lequel notre société semble plonger depuis un bon moment. Pour commencer, j'aimerais vous demander, est-ce qu'en 10 ans, et a fortiori avec la crise du Covid, vous avez constaté une dégradation de vos conditions de travail et d'accueil des malades? Oui, alors, je parlerai d'abord des conditions de soins, parce que si on est là, c'est pour aider les personnes à avoir des marges de liberté dans leur vie et dans leur existence. Il y a une dégradation importante qui fait qu'à l'heure où je vous parle, des gens meurent aux urgences quand ils ont des troubles psychiques, hein. C'est arrivé il n'y a pas longtemps à Toulouse, aux urgences, mais ça arrive de plus en plus. Avant la crise du Covid, avec le collectif Interurgence, qui s'est mobilisé juste après l'hôpital psychiatrique, hein, le printemps de la psychiatrie, on écrivait une tribune avec les gens du collectif Interurgence pour dire ces politiques de santé criminelles vont faire des morts. Bon, dont acte, les morts là arrivent et sont visibles, parce qu'auparavant, il y avait des morts invisibilisées, mais maintenant, elles sont visibles. Et ce qu'on a vu en 10 ans, mais il faudrait encore remonter un peu plus loin, mais en 10 ans, c'est un accroissement de cette phrase que je peux vous citer, c'est il faut fermer l'hôpital, avec les deux parties qu'on peut entendre. D'un côté, il faut le fermer, c'est-à-dire arrêter qu'il y ait un hôpital psychiatrique, quoi, par exemple. Alors, quand je dis hôpital psychiatrique, maintenant, ça ne s'appelle plus comme ça, c'est des établissements publics de santé mentale, justement. Et donc, on va fermer les lieux d'hospitalisation, les lieux de consultation, les lieux ambulatoires, etc. Donc, c'est la partie de fermeture, hein. Et il y a l'autre partie, c'est on ferme l'hôpital psychiatrique, c'est-à-dire on reconstruit des hauts murs, des unités fermées, on recrée des dispositifs de contrainte massifs, la contention, l'isolement, etc. Et donc ça, si vous voulez, en 10 ans, il suffit de s'appuyer sur les rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui travaille notamment sur les conditions de soins
pour les personnes en psychiatrie, notamment les personnes soignées sans leur accord en psychiatrie, et pour voir que voilà, il y a des recommandations en urgence tous les ans qui montrent des pratiques indignes dans l'accueil des patients. Et si vous voulez, bon, la psychiatrie, il y a toujours eu une structure asilaire de la psychiatrie, c'est-à-dire un pouvoir qui peut s'exercer sur les personnes qu'elles sont supposées soigner, hein. Les pratiques psychiatriques ont ce travers-là. Mais il y a une autre forme à cet asilaire-là, qui est la forme que vous nommiez la forme néolibérale. C'est-à-dire que on va, sous prétexte de virage ambulatoire, de déstigmatiser la maladie mentale et les malades, et cetera, on va dégrader les conditions d'accueil et de soins, notamment des personnes les plus fragiles et les plus malades. Alors, on va parler, de tout ça, dans notre entretien. Hem, est-ce que le nombre de patients en psychiatrie, est-ce qu'il est en augmentation? Oui, alors bon, si vous voulez, c'est assez marrant de voir que dans les rapports de santé mentale, justement, on est passé de une personne sur 5 aura un jour un trouble de santé mentale dans sa vie, tout ça entre guillemets, hein, ces mots-là, et j'expliquerai pourquoi, à une personne sur 4 il y a 5, 10 ans, et là maintenant une personne sur 3 dans le dernier rapport. Et en fait, si vous voulez, ces chiffres, ce sont des constructions, il faut bien entendu les mettre en perspective, parce que ça dépend comment on définit les troubles, hein. C'est comme le cholestérol, hein. Si vous diminuez les seuils, eh ben, vous allez avoir de plus en plus de personnes qui vont être atteintes. Bon, ça, c'est la première chose. Donc, on peut dire qu'il y a une inflation du nombre de troubles de santé mentale, mais parce qu'il y a des seuils qui sont diminués et parce qu'on psychologise et on psychiatrise de plus en plus des problématiques qui auparavant étaient des problématiques traitées sociétalement, traitées politiquement et qui n'étaient pas individualisées, centrées sur l'individu. Ça, c'est la première chose. Du coup, ça implique qu'il y a aussi un nombre accru de personnes qui rentrent dans les files actives de psychiatrie et de santé mentale. C'est-à-dire que quand de plus en plus, dans votre travail, on vous dit vous souffrez, mais on vous dit en fait c'est pas l'organisation du travail, c'est pas les troubles du management qui sont pathologiques, mais c'est vous en tant qu'individu qui n'êtes pas adapté à ce cadre qu'on ne remettra jamais en question, c'est-à-dire les organisations délétères de travail, et bien du coup, on va vous dire: «Vous avez un trouble de santé mentale», et donc on va gonfler le nombre de personnes qui sont dans les files actives. Bon. Et puis, l'autre chose, c'est que, bah, oui, il y a aussi un accroissement de la population. Donc même si on était resté à des seuils, heu, comme, il y a des 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y aurait de toute façon, en valeur absolue, plus de personnes. Donc comme il y a plus de personnes à soigner, on s'attendrait en face à ce qu'il y ait plus de monde pour les prendre en charge. Mais c'est précisément l'inverse, que l'on assiste, en ce moment, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui sont, sujets à de l'anxiété ou à de la dépression qu'avant? C'est une question qui nécessite de voir où est-ce qu'on situe la focale. C'est-à-dire, heu, on peut se dire, vous voyez, c'est la même chose qu'avec, l'éco-anxiété, hein. Soit on se dit: «Bon, c'est les individus qui ont du mal à s'adapter au changement de la société, au changement climatique, et donc comme ils ont du mal à s'adapter, ça produit des choses chez eux qu'on va traiter, notamment avec des médicaments». On va dire les gens sont plus angoissés et sont plus déprimés. C'est-à-dire que sociétalement, on va se mettre en accord, il va y avoir un accord implicite et tacite pour dire que c'est à l'individu de s'adapter au monde. Et donc ça, si vous voulez, ça crée une naturalisation de ces constructions sociopolitiques-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens angoissés, déprimés. Des gens angoissés, déprimés, ça a toujours existé, ça existera toujours, parce que c'est le tragique de notre existence humaine, ça. Mais comment c'est traité sociétalement, et c'est ça, vous avez parlé du néolibéralisme en introduction, c'est que le néolibéralisme, il individualise des problématiques sociétales et politiques. C'est-à-dire qu'on va mettre dans l'individu tout ce qui est le cadre construit néolibéral, le cadre de concurrence, le cadre que, en tant qu'individu, on a tous un capital santé mentale qu'on doit faire fructifier, on doit agir notre plasticité neuronale pour bien se débrouiller dans le monde, etc. Bon. Donc, si vous voulez, si on voit les chiffres, on va se dire, bah oui, il y a de plus en plus de personnes angoissées, déprimées.
Mais regardons l'état de nos institutions. L'institution du travail, l'institution scolaire, l'institution de la fac, etc. Plein d'institutions. C'est-à-dire, à mesure où on détruit les institutions et le travail dans ces institutions, on va demander de plus en plus à l'individu de s'adapter. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus. Analyse graphique, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. En parlant de néolibéralisme, vous vous appuyez d'ailleurs beaucoup sur les travaux de Pierre Dardot, qu'on a eu la chance de recevoir récemment. Je vous renvoie vers cette vidéo. Euh, Pierre Dardot explique que les injonctions contradictoires du néolibéralisme, par exemple de jouissance, mais aussi d'ascétisme en même temps, ou de liberté d'obéir, comme il explique, pour lui, ça a profondément transformé l'individu. Est-ce que vous, en tant que praticien, vous constatez les mêmes choses? Oui, alors, si vous voulez, c'est là où ça peut être intéressant le concept de santé mentale pour comprendre ça et pour comprendre que le concept de santé mentale, il y a 2 valences. Il y a une valence autour de la psychiatrie, et qui va faire retour dans les pratiques psychiatriques, là, c'est politique néolibérale et il y a une valence sur le cadre général de la société. Alors, premièrement, pour faire un petit point, la santé mentale, ce concept au départ, c'est un concept progressiste. C'est un concept qui arrive à la fin des années 50, au début des années 60, pour faire que la société, le milieu s'adapte aux personnes les plus en difficulté. D'accord? Donc c'est les psychiatres, notamment des aliénistes, qui essayent de transformer le milieu pour que le milieu, la ville, accueille par exemple les personnes les plus en difficulté, les personnes psychotiques, etc. Et donc, vous allez avoir au fur et à mesure du temps, dans les années 60, 70, 80, une agglutination de problématiques qui vont rentrer dans la santé mentale. Vous allez avoir par exemple la toxicomanie. Au départ, ce n'était pas traité comme un problème psychiatrique, mais ça va devenir un problème psychiatrique. Ça va devenir aussi les addictions. La pauvreté, la misère vont aussi devenir des problèmes psychiatriques au fur et à mesure avec le développement de la question de la précarité. Bon. Donc vous allez avoir une extension par le biais de la santé mentale des problématiques qui auparavant étaient des problématiques strictement psychiatriques pour les personnes vraiment en grande difficulté. Bon. Et en fait, au tournant des années 2000, en 2001, vous avez l'année mondiale de la santé mentale qui est promue par l'Organisation mondiale de la santé. Donc l'Organisation mondiale de la santé, on se dit, bon, traite de la santé. Et l'Organisation mondiale de la santé va dire, il faut la santé mentale dans toutes les politiques de santé publique. Bon, pourquoi pas? En 2005, vous avez l'Union européenne, cette fois, qui édite le livre vert de l'Union européenne et qui a pour titre ou sous-titre avoir une population en bonne santé mentale pour remplir les objectifs stratégiques de l'Union européenne. Remplir les objectifs stratégiques de l'Union européenne. Bon. Et alors, ce qui est important là-dedans, c'est que la santé mentale, elle s'est déterritorialisée d'une origine psychiatrique progressiste, désaliéniste, émancipatrice dans les années 60, pour progressivement agglutiner tout un tas de choses de la société, du malaise de la société, on peut dire. Et à la fin des fins, à partir des années 2000, il y a ce renversement où en fait, on va s'intéresser à la santé mentale, non pas pour continuer de désaliéner les personnes, et notamment les plus malades, mais pour que les ressources économiques aient des bons indicateurs, et pour que l'Union européenne, notamment, soit un bon terrain d'investissement pour les investisseurs étrangers, etc. Donc, ce renversement de la santé mentale, il est vachement important à comprendre parce que sinon, on ne comprend pas qu'en 2009-2010, vous allez avoir 3 rapports de gouvernementaux importants, et notamment un qui s'appelle la santé mentale, l'affaire de tous. Et là-dedans, il va y avoir la définition de 3 santé mentales. La première santé mentale, la mauvaise santé mentale, celle que je vous racontais, là, avec les personnes en grande difficulté, on ne s'en occupe pas, c'est du domaine au fond des soins.
Ensuite, il va y avoir la santé mentale borderline, c'est-à-dire la détresse psychologique, les risques psychosociaux. Vous voyez ? Voilà, cette santé mentale-là, c'est le moment où il y a les suicides chez Orange, qu'on dit trop souvent suicide chez France Télécom, mais non, c'est chez Orange, précisément parce que c'est plus France Télécom. Et donc, on va s'intéresser à comment adapter les gens à la concurrence. Et à ce moment-là, on met en place les tickets psy. Alors, vous connaissez les tickets resto, on met en place les tickets psy, c'est-à-dire l'employeur va vous payer 10, 15, 20 séances, et puis à la 21e, si vous vous suicidez, ce n'est pas grave. Il aura mis en place le dispositif pour que votre capital santé mentale soit renforcé. Bon. Et là-dedans, il y a la troisième santé mentale, et alors c'est là l'articulation néolibérale, c'est la santé mentale positive. La santé mentale positive, c'est maîtriser sa vie. Et il est dit que longtemps négligée, elle est la condition d'une vie réussie. Alors, quand dans un rapport, et qui est promu par un État, par des gouvernements, on vous dit ce que c'est qu'une vie réussie, en creux, ça vous dit ce que c'est que des vies manquées. Ce sont des vies manquées. Donc ça pue, en général. Et puis, du coup, il faut se rappeler quand même l'histoire de la psychiatrie progressiste de l'après-guerre, qui s'est fait quand même sur 40 000 malades mentaux qui vont mourir de faim dans les asiles. Donc quand on vous dit ce que c'est qu'une vie réussie, c'est-à-dire la vie réussie des start-upers au visage de cannibales qu'on a en ce moment au pouvoir, les vies manquées, c'est les sans-dents, ceux qui sont rien, quoi. Et ça, la santé mentale positive, elle s'appuie notamment sur tout l'imaginaire du développement personnel. Et on peut dire que le verre était déjà dans le fruit parce que la définition de l'Organisation mondiale de la santé, en 1947, la santé est définie comme telle. La santé est un état de complet bien-être, physique, mental et social, et ne réside pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Et vous voyez, tout le problème de cette définition, et on est en plein dedans en ce moment, c'est l'histoire de complet bien-être. D'abord, qui peut être contre le bien-être? C'est une première question, d'accord. Bon, vous avez fait une émission d'ailleurs là-dessus. Le problème, c'est le complet. En fait, on va mettre une injonction à l'individu d'être dans ce complet bien-être. Mais on ne peut jamais atteindre le complet bien-être parce qu'en tant qu'être humain, on est toujours incomplet. La vie est une incomplétude. C'est pour ça qu'il y a de l'angoisse existentielle, c'est pour ça qu'il y a du désir aussi, c'est pour ça qu'on est humain et puis qu'on essaye de faire avec ce qui nous arrive. Donc, si vous voulez, la santé mentale, et c'est pour ça que moi j'ai appelé ça le santé-mentalisme, c'est l'articulation de la santé mentale et du néolibéralisme. Parce qu'on va aller jusque dans l'âme des individus pour qu'ils puissent se sentir libres de valoriser leur capital culturel, santé, etc., mais sans jamais remettre en question ce cadre. C'est ça ce que Dardot et Laval articulent autour du néolibéralisme. C'est-à-dire c'est un cadre qui contraint les individus, mais dans lequel les individus seront libres d'agir, mais sans jamais remettre en question ce cadre. Est-ce que ça signifie qu'on était plus heureux avant, dans les sociétés plus conservatrices, ou bien est-ce que c'est deux manières différentes d'abîmer les individus ? Alors, si vous voulez, moi, d'abord, je ne sais pas parce que j'y étais pas. Et ensuite, je me méfie beaucoup du « c'était mieux avant ». Ce qui compte, c'est de voir le monde dans lequel on est actuellement, ce qui nous empêche et quelles sont les marges et les marges de manœuvre dans lesquelles on va pouvoir essayer d'instituer d'autres imaginaires, d'être ensemble, d'autres imaginaires politiques, d'autres imaginaires et d'autres pratiques. Voilà. Et si on peut dire qu'il y a toujours dans une société donnée des choses émancipatrices et il y a toujours des choses réactionnaires. Moi, ce qui m'intéresse de penser actuellement, c'est le monde dans lequel on est avec ses aliénations propres. On peut dire que les aliénations psychopathologiques et sociales du monde précédent, on peut dire avant la chute du mur de Berlin, on peut dire des grands récits, comme peut l'expliquer Chapoutot, etc., n'est pas le même que le monde néolibéral, la société néolibérale financiarisée, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Du coup, la question du bonheur, elle ne se posait pas de la même façon. Elle se posait peut-être d'une façon
c'est une aspiration révolutionnaire, le bonheur. Il faut repenser au discours de Robespierre et des révolutionnaires sur la question du bonheur. Le bonheur est certes une idée neuve, mais ce n'est pas une idée non plus complètement neuve. Donc, si vous voulez, le bonheur, il était peut-être, c'était une perspective où il fallait tendre vers une vie qui vaille le coup, on peut dire. C'est pas exactement avec la santé mentale positive cette affaire-là. C'est pas que la vie vaille le coup avec nos souffrances, avec nos invalidités, avec nos incapacités. C'est pas ça. Le bonheur de la santé mentale actuelle, c'est que l'individu doit se conformer aux normes extérieures du néolibéralisme et à des normes individuelles. Peut-être que dans le monde précédent, on peut dire qu'il y avait eu un enjeu beaucoup plus collectif à cette question du bonheur, on peut dire. On peut dire le programme du Conseil national de la résistance, les jours heureux, c'est une perspective. Voilà. Le bonheur, c'est toujours une perspective. On ne peut jamais le toucher. C'est comme la santé, finalement. La santé, on se rend compte ce que c'est au moment où on la perd. Voilà. Bon, la santé mentale, on peut dire, elle oublie ce truc-là, c'est-à-dire la négativité de l'existence. Bon. Donc, est-ce que c'était mieux avant? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux dire de mes pratiques à moi en tant que psy, en tant que psychiatre, eh ben, les pratiques asilaires d'antan, même des moments glorieux de la psychiatrie des aliénistes, n'étaient pas mieux que les pratiques asilaires actuelles. Elles ont d'autres formes, si vous voulez. Mais il y a toujours une lutte pour l'émancipation, et cette lutte, elle prend des formes différentes, quoi. Est-ce qu'il y a un profil type de personnes victimes de troubles psychiques? Vous savez, en fait, ça peut arriver à tout le monde, hein. François Toscaïès disait, qui est un grand psychiste, il disait: «On est tous fous, mais on n'est pas tous malades de sa folie». Bon, c'est-à-dire que voilà, et puis d'autres personnes disent dans un monde qui est fou, la folie est une pas trop mauvaise façon de s'en sortir. Vous voyez? Du coup, si maintenant je vous réponds sur mon exercice de psychiatre de secteur psychiatrique, c'est-à-dire qui voit des gens qui sont vraiment malades, qui peuvent être atteints de troubles schizophréniques, maniaco-dépressifs, bipolaires, etc., états limites, borderline, tout un tas de choses comme ça. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que les gens qui ont des troubles dont la rationalité nous échappe, à nous en tant que soignants ou à nous en tant que citoyens, c'est probablement qu'il leur est arrivé des choses extrêmement graves dans leur histoire. Et quand je dis leur histoire, ça peut être leur histoire du monde, des exils traumatiques, leur histoire familiale, leur histoire biologique, des catastrophes très précoces, etc. Et ce qu'on appelle le biopsychosocial, hein, pour dire des termes un peu comme ça galvaudés. Et moi, ce que j'ai pu voir pour notamment les personnes qui sont pris dans des troubles psychiques comme des troubles délirants, c'est qu'on peut faire vraiment une superposition entre les troubles délirants et le traumatisme, le traumatique. Par exemple, là, dans le dernier livre, là, Abolir la contention, le livre s'ouvre sur 10 témoignages de personnes qui ont été attachées en psychiatrie. Et toutes et tous, ce qu'elles racontent, c'est que les délires pouvaient venir d'inceste, de viol, de catastrophes, voilà, d'exil. Voilà, les gens qui traversent la Méditerranée en ce moment, ça va faire du traumatisme sur des générations. Ça va encrypter du traumatisme, tout ça. Et en fait, voilà, ça permet aussi de voir, on peut dire, les troubles psychiatriques comme étant des troubles de l'existant et des relations humaines au sens, on peut dire, général des relations humaines. C'est pas entre l'individu et sa famille, quoi. C'est pas que ça. C'est l'individu et son monde et l'individu, hein. C'est-à-dire qu'il y a une aliénation psychopathologique de la personne et il y a une aliénation sociale que nous avons tous.
Et je crois que ce qu'on peut dire en ce moment, c'est que le monde fait très peu état de ces catastrophes vécues. J'en prends pour preuve ce qui s'est passé au niveau de la Civise récemment. C'est-à-dire que quand même, moi j'ai vraiment été effaré de voir que dans plein d'histoires délirantes, voilà, il y a des histoires d'inceste. Hein, des gens qui délirent tout un tas de choses, en fait, vous allez trouver des incestes. Bon. Le champ social, grâce à des témoignages de personnes qui ont vécu ça, grâce à des livres, va mettre en place des institutions pour que ces traumatismes-là puissent circuler. Hein. Ça donne, par exemple, la Civise avec le juge Durand qui va être très fort et avec plein d'autres personnes, et où une parole va pouvoir se mettre en circulation. C'est-à-dire ce qui était gelé, silencié jusque-là, et la silenciation, ça crée de la folie, eh ben, va pouvoir se mettre en circulation. Bon. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Comme cette mise en circulation et cette désilenciation, cette mise en lumière des abus est insupportable par nos abuseurs en chef à la tête de nos institutions, que ce soit étatiques ou de nos institutions de soins, de l'hôpital public, de la justice, de l'éducation, etc., eh bien, on va dézinguer ce travail-là. Et donc, eh ben, voilà. Et du coup, ça va faire, ça, si vous voulez, le fait que des personnes qui pourraient s'appuyer sur une perspective où on détraumatise la société, parce que les gens qui ont vécu des choses difficiles, on va leur donner la place pour parler, on va leur donner la place pour témoigner, et surtout, on va leur donner la place pour transformer le monde dans lequel ils sont. Et ben ça, on va le sabrer, et on va dire, bon, c'est bien gentil ce que vous racontez, mais bon, c'est quand même dans votre cerveau. Hein. Dans votre livre, vous montrez que pendant très longtemps, le traitement des malades mentaux était catastrophique, avec peut-être un pic d'horreur au moment de la Seconde Guerre mondiale, dont vous avez rapidement parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passait pour ces gens? Alors, si vous voulez, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, vous voyez, ce qui est important, c'est que dans les pires périodes de catastrophe, il y a les meilleurs moments d'invention aussi. Alors, je vais vous raconter du coup ce qui se passait de pire. Ce qui s'est passé, c'est que dans l'Allemagne nazie, il y a eu un programme d'élimination des handicapés mentaux, psychiques, le programme T4. À chaque fois, j'ai un doute sur le nom, si c'est T3 ou T4, mais c'est V3, je crois, donc ça doit être T4. Programme T4, où il va y avoir des milliers de personnes qui vont être gazées. En France, il va y avoir, selon les perspectives historiques qui s'affrontent, vous allez avoir l'hécatombe des fous, et de toute façon, il y aura au minimum 40 000 malades mentaux qui vont mourir de faim dans les asiles psychiatriques. 40 000. Un autre historien parlait de l'extermination douce des malades mentaux. Le débat historique se fondant sur est-ce que c'était vraiment une politique consciente de vouloir exterminer les gens dans les asiles. Bon. Il y a ce débat-là historique. Toujours est-il que les personnes dans les asiles, eh bien, beaucoup sont mortes de faim. Dans ce même moment de catastrophe, s'invente la psychiatrie des aliénistes, la psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire cette façon de comment lutter contre ce qui nous aliène dans nos institutions et ce qui nous empêche de soigner les personnes. Ça s'invente dans l'hôpital de Saint-Alban en Lozère, notamment, puisqu'il va y avoir un creuset qui va mêler le surréalisme. Vous allez avoir Éluard qui va passer par là, Canguilhem, Sarah, et puis vous allez avoir des psychiatres et des soignants voilà, qui articulent la psychanalyse, la question des soins psychiques et le marxisme, avec des gens comme Lucien Bonafé, François Toscaïès, etc., et qui vont se dire, en fait, pour soigner les gens, soignons l'hôpital de ces aliénations. Alors, comment on fait pour ça? Eh ben, d'abord,
on va se dire qu'on partage une humanité commune. C'est-à-dire que les, entre guillemets, fous ne sont pas des gens hors du monde. Ils sont des gens du monde et ils ont un monde, et de ce monde-là, on va aussi pouvoir inventer quelque chose de l'ordre de la démocratie et de notre être ensemble. C'était, on peut dire, de l'antivalidisme avant l'heure. Bon. Et à ce moment-là, l'hôpital se réorganise autour de la survie. C'est-à-dire, comment faire pour qu'on puisse ne pas crever de faim. Et pour ça, on va se mettre en mouvement pour que les patients puissent être actifs dans ce problème qu'est la famine. Et ils vont être actifs aussi dans la façon de se soigner. Ils vont pouvoir prendre la parole. On va organiser des réunions, soignants-soignés, des clubs thérapeutiques, des espaces associatifs, des comités de fête, plein de choses comme ça où finalement la vie de l'institution, alors là c'est l'hôpital, mais ça c'est transposable aussi dans des institutions qui ne sont pas des hôpitaux, on va penser la vie quotidienne et on va penser le fait que les premiers concernés qui sont troublés psychiquement et psychiatriquement ont leur mot à dire dans les soins, ont leur mot à dire et peuvent transformer le milieu avec les soignants et des fois même contre eux et pour le bien de l'institution. Bon. Donc ça s'invente pendant la Seconde Guerre mondiale et dans ce même moment, à Saint-Alban, il y a la lutte contre les nazis, c'est-à-dire qu'à l'hôpital, on planque des armes et on organise des cellules de résistance et on va sur le mont Mouchet, là, en Lozère, lutter contre les nazis. Donc vous voyez, il y a tout ça. Et ça fait qu'à Saint-Alban, il ne va pas y avoir des morts de faim comme dans les autres hôpitaux. Vous montrez aussi que sous l'essor du néolibéralisme, on a ultra fragmenté, ultra catégorisé les troubles mentaux, ce qui est bien pratique finalement pour multiplier les diagnostics et vendre plus de médicaments. Comment ça s'est passé? Alors, il y a des strates successives qui s'entremêlent. La première strate, c'est que il va y avoir alors, pas la première strate, mais l'une des strates structurantes, il va y avoir un manuel de classification qui va s'appeler le DSM, qui va se créer au tournant des années 50, qui va être révisé au fur et à mesure du temps. Et au départ, c'est un outil de catégorisation, notamment pour savoir, alors c'est anglo-saxon, c'est fait aux États-Unis, et c'est fait pour savoir est-ce qu'on va rembourser ou pas les soins. Donc c'est un outil en fait qui est fait par les assurances pour savoir si on rembourse ou pas. Bon. Ça va être un outil aussi qui va être utilisé pour, entre guillemets, la recherche biologique, pour tester les médicaments en psychiatrie, et pour normaliser en fait cette recherche, et pour que quand on parle de tels troubles psychiatriques, par exemple schizophrénie, maladie maniaco-dépressive ou autre, eh bien, il y ait des critères comme ça qui disent objectivement un schizophrène a ci, ça comme problème. Bon, alors déjà, cette objectivité est à mettre en question, parce que cette objectivité, elle met à l'écart ce qui est le principe même des soins psychiatriques, c'est l'entrée en relation. Et un trouble, il n'est jamais dépris de la relation entre la personne qui diagnostique et la personne qui est diagnostiquée. C'est-à-dire, si vous ne supportez pas le patient, bah, vous allez aggraver son diagnostic. Hein. Voyez, bon. Donc, ce DSM, la version numéro 3, dans les années 80, il va y avoir, en fait, les psychiatres vont vouloir vraiment, comme ils vont être de moins en moins politisés, parce que les psys, dans les années 60-70, c'est quand même des militants qui sont plutôt marqués à gauche et qui essayent de penser l'aliénation sociale et de lutter contre l'aliénation sociale pour soigner les personnes. Au fur et à mesure que la psychiatrie va se droitiser, les psychiatres vont être dans une soif de reconnaissance par la science. Hein, et vont se dire, ben, pour être des vrais médecins, pour être des médecins comme les autres, il faut qu'on soit des, entre guillemets, scientifiques comme les autres. Donc, on va avoir recours aux mêmes outils que les collègues des autres disciplines médicales. Et donc, vous allez avoir une reprise en main
par ce que Robert Castel nomme l'objectivisme médical à partir du tournant des années 80. Et cet objectivisme médical va se servir notamment de toute cet arsenal de rationalisation à la scientificité partielle, dira-t-on, puisque qui est-ce qui fait le DSM? C'est des gens qui ont des conflits d'intérêts. Encore maintenant, hein, le DSM-5, là, c'est des gens qui ont des conflits d'intérêts. Il y a une émission de Mad in America qui est faite et qui interviewe des chercheurs aux États-Unis et qui raconte bien que le DSM actuel ne sont pas publiés les conflits d'intérêts des gens qui font le DSM. Donc vous avez de plus en plus de troubles qui sont répertoriés et ces troubles, à chaque trouble correspond le médicament, bien entendu. Bon. D'ailleurs, dans ce DSM, vous citez un exemple que j'ai trouvé assez frappant, puisque le DSM précise que si une personne est frappée par un deuil et que elle est triste pendant plus de 15 jours, alors à ce moment-là, ça devient pathologique et il faut peut-être commencer à penser à donner des médicaments. Oui, alors ça, après, ils se sont dit, oh là, bon, on a quand même un peu exagéré, on va mettre quelques semaines de plus, on met un peu du rab. Oui, mais forcément, d'être triste quand on a perdu quelqu'un, c'est une expérience humaine. Heureusement, ne pas être triste, c'est ça qui est grave, justement. C'est qu'on est dans le déni et qu'il y a peut-être un deuil pathologique. OK, bon. Et donc, vous voyez, ça diminue le seuil, et donc vous allez intégrer de plus en plus le nombre de gens qui vont être, entre guillemets, catégorisés dépressifs. Si au bout de 15 jours, vous êtes triste parce que vous avez perdu votre père, votre mère, votre sœur, votre frère, votre conjoint, forcément, vous allez avoir quasiment toute la population qui va être dépressive. Bon. Donc, si vous voulez, quand, dans les années 80-90, vous avez ce tournant-là, ou le retour de l'objectivisme médical, eh bien, vous allez avoir une fragmentation des collectifs de travail et des collectifs de soins, où de plus en plus, au fur et à mesure du temps, on va dire, voilà, le psychiatre est le chef d'orchestre, c'est lui qui diagnostique, qui prescrit, et puis après, c'est des prestataires de services qui vont soigner, donc ils vont faire l'injection de médicaments, qui vont, etc., etc. Et à la fin des fins, ça produit ce qui est arrivé depuis maintenant une petite dizaine d'années, c'est l'ubérisation de la psychiatrie. C'est-à-dire que vous aviez un rapport d'un type qui s'appelle Lafourcade, qui est un gestionnaire qui a dirigé une ARS, etc. Bon. Et alors, dans son rapport qui date, je crois, de 2017, il parle maintenant, en fait, ce qui compte pour les individus qui ne vont pas bien, c'est qu'ils aient un panier de soins, avec des prestataires de soins. Et alors, ce qui est génial, c'est que les prestataires de soins, ça va être de plus en plus des gens, des libéraux, des instituts privés. Et ce qui est génial encore, c'est que le service public, non seulement est détruit par les politiques néolibérales, etc., mais tout comme l'État, qui maintenant crée le cadre pour le néolibéralisme, et puis agite la matraque avec des politiques régaliennes, eh bien, il s'est passé la même chose pour le service public de santé, et de santé psychique, on peut dire. C'est-à-dire que maintenant, l'hôpital psy, les lieux psy sont là pour créer des marchés pour les applications, les e-applications de la e-santé mentale, avec France Biotech qui milite vachement pour ça. Et donc, comme on a rendu impraticable le fait de soigner à l'hôpital public, on va dire, mais en fait, c'est génial. On va vous orienter vers des déserts médicaux où il n'y a plus personne. Mais pour répondre à ces déserts médicaux, on invente quoi? Des applications, même plus besoin de personnel. Vous vous branchez sur l'application et puis vous allez pouvoir valoriser votre mauvaise santé mentale et l'améliorer. Et de là, ça se fait, les applications, c'est des brevets, c'est un marché. Donc le public sert à ouvrir de nouveaux marchés. Bon, ça le dézingue, lui. Les personnes sont de plus en plus mal soignées dans le service public, mais parce que le service public n'est plus au service du public. Il est au service des politiques néolibérales. Et donc là-dedans, vous avez tout intérêt dans ce marché fragmenté à avoir le plus de diagnostics possible, le plus d'étiquettes possible, parce qu'à chaque étiquette va correspondre des prestations différenciées. Vous avez reçu Johan Chapoutot ici. Johan Chapoutot, il parlait du nihilisme comme la politique de dévastation et du désert. Le nihilisme, c'est ce que Nietzsche appelle la production du désert.
La logique du profit, de la jouissance, totalement décorrélée de toute réflexion sur le caractère vivable et humain de la vie. Vous allez faire quelque chose parce que vous pouvez le faire. Vous allez utiliser autrui parce que autrui est votre instrument et non pas votre père. Vous allez détruire des existences et vous allez dévaster le monde. Bah, on peut dire que l'organisation des soins psy actuellement, mais de la santé, c'est une politique de nihilisme thérapeutique qui crée le désert médical, le désert de nos âmes, on peut dire. Parce que, à force de ne plus reconnaître voilà, la souffrance existentielle et humaine, on se coupe de nous-mêmes aussi. Voyez, et du coup, si c'est pour ça que quand les gens, par exemple, moi, viennent me voir avec les étudiants, etc., ils me disent bah, voilà, j'ai tel diagnostic, tel machin. Bon, bah, c'est leur façon actuellement de s'émanciper. Par exemple, de dire bah, je suis hyperactif, je suis comme ci, je suis comme ça. Ils essayent de s'émanciper dans ce cadre-là. Donc ça, il faut le respecter en tant que clinicien. Moi, je respecte ça. Et puis la question, j'accueille ça. Et puis comment on va faire à partir de là. Mais il ne faut jamais perdre en toile de fond que c'est un imaginaire institué, ce n'est pas une vérité révélée de tout temps. Et vous voyez, dans 15-20 ans, quand cette dévastation du monde, on aura replanté suffisamment de graines et on aura soulevé suffisamment de terre et de psyché, bah tout ça, c'est l'heure là de cette science un peu falsifiée, tombera et puis on va se mettre à faire des soins autrement qui accueillent et qui font hospitalité à la difficulté d'être un être humain, quoi. On entend souvent une critique qui consiste à dire que la multiplication des diagnostics fait que tout le monde, ou presque, va pouvoir se retrouver dans une pathologie. Il y a un sentiment d'effet de mode, comme si la crise identitaire qui frappait les individus nous poussait à trouver un sens à notre mal-être dans une cause psychiatrique. Est-ce que vous partagez ce constat? Oui, bah, je le partage en grande partie, évidemment. Euh, Pensons voilà, à ce qu'on appelle les risques psychosociaux et la souffrance au travail. Euh, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que la destruction du sens et des coopérations dans le travail, etc., produit de la souffrance chez les individus. Et cette souffrance, euh, pour pouvoir continuer d'avoir un boulot, parce qu'il faut bien vivre, il ne faut pas trop remettre en question le boulot en tant que tel et son organisation. Et du coup, l'individu sera plus prompt à dire je suis déprimé, j'y arrive pas, et donc voilà, j'ai besoin d'antidépresseurs. Donc, si vous voulez, la cause qu'on peut chercher à un mal-être, c'est les causes qu'on nous propose actuellement. Ce qu'on a appelé justement avec Dardot, Laval et puis quelques autres, la neuropolitique. La neuropolitique, c'est de chercher dans l'individu, et plus précisément dans son cerveau, les causes de sa maladaptation. Et que du coup, il va falloir faire preuve de plasticité cérébrale, de résilience, alors tous ces concepts à la con, vraiment, qu'il faut vraiment torpiller, hein, parce que ça désarme une possibilité de voir le pétrin dans lequel on est collectivement. Encore une fois, ça individualise les choses. Donc, tous ces concepts-là vont faire que l'individu, c'est dans son cerveau. Donc, finalement, si c'est son cerveau, c'est pas de sa faute. Mais si c'est pas de sa faute, il ne peut pas faire grand-chose d'autre que de prendre des médicaments ou de se réhabiliter, de se remédier cognitivement, etc. Alors que cet individu, il pourrait faire autre chose. C'est parler à ses petits copains juste à côté, ses petites copines qui partagent la même chose. Et puis, de se dire, en fait, c'est pas possible d'être traité comme ça. Et puis, finalement, de descendre dans la rue pour dire que c'est pas possible de travailler 1 an, 2 ans de plus dans des conditions comme ça. Et puis, ah ben oui, mais c'est vrai que s'il fait ça, il se prend des grenades de désencerclement, il se fait mutiler, il se fait éborgner. Si vous voulez, tout ça, ça fait que l'individu, il a du mal à se dire qu'il faut faire du collectif. Mais ça arrive.
Ça arrive dans plein de formes de contestation actuelles. Et ça, je pense que ça traite deux choses. Ça traite à la fois nos souffrances individuelles, le fait de se relier aux autres, voilà, d'avoir des espaces de parole, bah, on va mieux déjà. C'est ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes sur les ronds-points. Les gens se parlaient sur les ronds-points. Et bah, ça a traité quelque chose, ça a soigné le collectif et le sociétal. Bon. Et la deuxième chose, c'est que ça permet de remettre aussi en question le monde dans lequel on est et de ne pas s'y adapter. Parce que, juste, je n'ai pas dit ça, mais que la définition de la santé mentale en 2009, là, dans un rapport gouvernemental, c'est avoir une bonne santé mentale, c'est s'adapter à une situation à laquelle on ne peut rien changer. Et c'est ça la définition néolibérale, on peut dire. Or, il ne faut pas que nous nous adaptions à une situation qui nous est présentée comme inchangeable. Vous voyez, c'est la même chose qu'avec le climat. De toute façon, on va à 4 degrés, adaptons-nous. Non, il ne faut pas qu'on s'adapte en fait. Et ne pas s'adapter, c'est justement sortir de ce que Barbara Stiegler nomme cette nouvelle injonction néolibérale. Il faut s'adapter. Ouais, voyez. Dans ces tentatives justement de trouver une cause psychiatrique, il y a aussi un espèce d'effet de mode, je dirais, sur ce qui concerne les HPI, les troubles de l'attention, la distribution de Ritaline de plus en plus fréquente à ceux qui le demandent, quoi, qui interrogent. Bah oui, ça interroge, mais on peut dire que plus que l'interrogation, c'est une réponse à la déliquescence des institutions. C'est-à-dire que la politique de désinstitutionnalisation néolibérale, ce qu'on appelle la politique de l'inclusion, parce que ça aussi c'est un terme piégé, l'inclusion, terme émancipateur, qui est devenu un terme néolibéral. Eh ben, cette politique-là, elle produit ces phénomènes majeurs. Un enfant qui ne s'adapte pas au cadre scolaire, tout comme un patient qui ne s'adapte pas au cadre psychiatrique, le rôle des institutions, justement dans une logique de psychothérapie institutionnelle, mais de ce qui devrait être la logique de la société, c'est de remettre en question l'institution pour que l'institution s'adapte à lui. Or, la politique néolibérale a ce tour de force dans le langage, la langue santé-mentaliste, de dire on met l'usager au centre du dispositif, on met l'écolier au centre de l'école, mais c'est pour mieux le médicamenter, c'est pour mieux le centrer, le contenir. Enfin, vous voyez, c'est une contention, on peut dire, institutionnelle qui va le forcer à s'adapter. S'il ne s'adapte pas, il se fait exclure. Et c'est comme ça aussi que vous avez de plus en plus de gens dans l'institution scolaire, des profs, des directeurs, etc., qui se font les prescripteurs de la Ritaline. Vous avez des équipes pédagogiques où les enfants sont un peu turbulents, etc. Maintenant, c'est les directeurs et les profs qui vont dire non, mais votre gamin, là, il ne s'adapte pas, il fout le bordel, il faut que vous alliez au centre expert Tartampion pour qu'il ait de la Ritaline. Alors, le gamin va au centre expert Tartampion, forcément, le centre expert, il y a un biais de recrutement, vous entrez là-dedans, vous êtes forcément diagnostiqué, vous avez forcément la molécule, et puis, roule, et vous mettez comme ça, la revue Prescrire a fait en avril 2024, là, ce mois-ci, ça une et tout un dossier sur l'hyperinflation depuis 10 ans de psychotropes, dont des amphétamines chez les enfants. Vous voyez, c'est la même chose qu'avec l'agriculture intensive. On fout des pesticides dans la psyché des gosses pour qu'ils s'adaptent. Et ça va créer des addictions et des choses majeures dans les 30 ans à venir, quoi. Sur les jeunes aussi, on a vu qu'avec les effets du confinement, ils sont ultra touchés par la dépression, les troubles anxieux. Par ailleurs, on sait qu'ils ont de plus en plus de problèmes économiques, de taux de pauvreté qui augmentent. Est-ce qu'ils ont correctement accès aux soins? Bien entendu que non, mais est-ce que la population française a correctement accès aux soins? Non. Mais surtout, vous voyez, moi je m'occupe d'étudiants maintenant. De faire porter au Covid l'ensemble de la, entre guillemets, souffrance mentale des étudiants, c'est encore une fois oublier qu'avant le Covid, il y a eu APB, il y a Parcoursup, il y a mon master. Même maintenant, quand vous devez rentrer dans un lycée, vous allez avoir un dossier algorithmique dès la seconde. Ça crée un climat d'angoisse, de compétition, de concurrence qui dézingue les collectifs de travail dès le plus jeune âge, à l'école, au collège, au lycée et après à la fac.
Et ça crée de la souffrance parce que on n'est plus en lien avec les autres. Alors, on a beau le jeu de dire après, ah, les pauvres étudiants, le Covid, etc. Mais enfin bon, voyons d'abord la précarité, le fait que les gens n'arrivent pas à bouffer à leur faim, parce que c'est ça la réalité d'un nombre croissant d'étudiants dans ce pays, c'est qu'ils n'arrivent pas à se loger, ils n'arrivent pas à bouffer. Et donc, comment vous voulez vous concentrer sur vos études quand vous devez travailler tous les week-ends, que vous n'avez pas le temps de réviser vos cours, etc. Ce n'est pas possible. Du coup, après, les gens sont déprimés, ils se disent que c'est eux qui n'arrivent pas à s'adapter. Enfin, ça suffit, les conneries, ça suffit. On parlait des médicaments aussi. Est-ce qu'ils soignent vraiment les maladies mentales? À quoi ils servent? Alors, je prescris des médicaments, il n'y a pas de problème avec tout ça. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que la psychiatrie se termine actuellement là où elle devrait commencer. Elle se termine actuellement avec la prescription de médicaments, alors qu'en fait, les soins, ça commence là. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que des soins? Alors, pour moi, qui est psychiatre, et psychiatrie, c'est le iatros de la psyché, c'est l'activité de soins de la psyché. Or, actuellement, nos cérébrologues, ils s'arrêtent là où devrait commencer l'activité de soins de la psyché. Ils s'arrêtent à la prescription de médicaments. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez quelqu'un qui est délirant, qui est très suicidaire, qui ne va pas bien, les médicaments vont permettre de rentrer de nouveau en relation. Quand quelqu'un est trop mal, qui veut se foutre en l'air, ou qu'il est tellement pris dans ses délires, ses hallucinations, le médicament permet de l'apaiser. Et là, les soins vont pouvoir commencer. Les soins, c'est quoi? C'est l'entrée en relation avec les autres. Parce que c'est quoi les pathologies psy? C'est des troubles de la relation humaine. C'est des troubles de l'existence. Donc, les soins vont porter sur retrouver un lien à autrui, au monde qui l'entoure, etc. Donc, les médicaments, si vous voulez, moi je dis souvent à mes patients, c'est le temps qu'il faut. Ce n'est pas toute la vie. Parce qu'on entend maintenant, la maladie mentale, c'est une maladie chronique, c'est une maladie comme les autres. Du coup, c'est à vie, et puis vous devez faire de l'éducation thérapeutique pour savoir comment les prendre, et puis merci beaucoup. Écoutez, je suis désolé, moi, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir comment va évoluer la chose pour la personne et pour son monde. Ça se trouve, elle va se trouver à elle-même des normes d'ajustement au monde, et c'est ça la guérison. Il ne faut pas abandonner l'espoir de guérison en psychiatrie. La guérison, c'est que l'individu et son milieu vont pouvoir faire avec autrement. Et nous, en tant que soignants, on doit accompagner ce mouvement-là. On doit proposer des idées, puis des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Enfin voilà, on est à côté de la personne, on est les seconds au combat. Donc si vous voulez, les médicaments peuvent permettre l'entrée en relation. Et peuvent permettre, quand l'entrée en relation et le maintien de la relation est difficile, ça va permettre de la maintenir. Donc vous avez des gens qui vont pouvoir prendre des médicaments pendant un temps long, qui vont pouvoir en prendre pendant toute leur vie. Tout ça, ça dépend. Mais à chaque fois, il faut avoir un raisonnement médical classique sur les bénéfices et les risques. Est-ce que ce que je prescris est encore ajusté? Est-ce que je prescris ça parce que je n'ai pas le temps de parler aux patients? UMAPSY, qui est une association de personnes concernées, dit « plus la consultation est courte, plus l'ordonnance est longue ». Donc si vous avez un système de soins qui comprime le temps, on n'a plus le temps de rencontrer les personnes, de connaître leur histoire, de rencontrer leur famille, voilà, vous allez parler que de quoi? Que du médicament. Et alors là, c'est vachement utile, la psychiatrie, la cérébrologie telle qu'elle s'organise. Puisqu'elle s'organise en centre expert, on n'a plus besoin de parler aux gens, on fait juste des grilles, etc. Et donc, on va parler que de médicaments. Et donc, comme les médicaments, en fait, ça ne marche pas vraiment. Ça marche pour rentrer en relation, mais si vous ne faites pas tout le travail de soins et de relation après, vous allez ajouter une ligne, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. À la fin des fins, les personnes psychiatrisées, elles ont 10 à 15 ans d'espérance de vie de moins que la population générale. Et ça s'explique aussi par un excès de psychotropes. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai une pratique, comme l'agriculture, une psychiatrie raisonnée. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments, il faut les utiliser quand il y en a besoin, mais il faut toujours se poser la question de est-ce qu'on en a encore besoin? Est-ce qu'on prescrit les médicaments là parce que c'est pour que la personne s'adapte à un environnement un peu fou?
Bon, par exemple, vous avez les ESAT, anciennement les centres d'aide par le travail. Il y a eu une enquête qui s'appelle Handicap à vendre, où c'est un peu l'équivalent de l'enquête de Castaner dans Les Fossoyeurs sur les maisons de retraite. Bah là, ils les font dans les ESAT. Ce sont des entreprises, maintenant, c'est devenu des entreprises pour travailleurs avec des handicaps psychiques ou mentaux, et vous allez avoir des critères de rentabilité. Donc, de moins en moins, ces entreprises s'adaptent au public qu'ils sont censés recevoir, qui a des difficultés. Ils sont soumis aux impératifs de rentabilité. Donc, dans les ESAT, vous allez avoir des patients qui vont faire parler d'eux parce qu'ils sont déprimés, parce qu'ils sont un peu délirants, etc. Donc, c'est soit il se fait virer de l'ESAT, soit il faut le cachetonner un peu plus pour qu'il soit un peu plus tranquille. Mais est-ce que c'est une solution de cachetonner quelqu'un parce que l'environnement de travail est dingue? Non, vous voyez? Donc, si vous voulez, les médicaments, c'est comme tout. Ça sert jusqu'à un certain point. Vous aviez un grand psy et médecin généraliste qui s'appelait Michael Balint, qui disait que les médecins, quand ils prescrivent des médicaments, ils se prescrivent aussi eux-mêmes. C'est ça aussi qui marche. On se prescrit une petite partie de soi dans le médicament. Quand le patient il va prendre le traitement, il va penser à nous, à est-ce qu'il s'entend bien ou pas avec nous. S'il ne s'entend pas bien avec nous, du coup, à un moment donné, il va arrêter le traitement parce qu'il en a ras-le-bol de nous. Donc, il va falloir qu'on s'adapte, etc. Vous voyez, il y a tout ça qui joue dans le médicament. Vous dénoncez aussi l'individualisation des problèmes, le fait qu'on ignore le contexte socio-politique qui génère la souffrance. Est-ce que c'est le cas, par exemple, pour la multiplication des burn-out au travail? Oui, mais si je prends... alors, je pourrais vous prendre le cas classique du burn-out chez les soignants, où d'ailleurs maintenant il y a des cliniques privées qui se spécialisent dans le burn-out des soignants, dans l'hospitalisation du burn-out des soignants. C'est bien le côté comment vampire de ces gens-là et de ces institutions-là. Bon. Mais si je vous parle du burn-out des psychiatrisés, et si je vous parle, par exemple, ce que je raconte dans le dernier bouquin là, sur abolir la contention, à un moment donné, vous avez le ministre qui est devenu un médecin esthéticien. Maintenant, il fait des injections de Botox. Hein, donc, ce ministre-là, qui était ministre de la Santé en 2021, au moment où se discutait une loi pour encadrer l'isolement et la contention, donc la contention, c'est être rattaché à un lit, dit à une députée qui était elle-même aide-soignante, lui dit ah ben non, mais le développement de la contention et de l'isolement pour les patients psychiatriques, ça n'a rien à voir avec la déperdition de l'accueil, des institutions, le fait qu'il n'y a plus d'équipe, etc. Ça n'a rien à voir. Quand quelqu'un a une crise d'agitation, il faut de toute façon 4 ou 5 personnes pour la maîtriser. Et puis c'est tout. Et donc cette députée dit, mais quand même, vous ne pensez pas qu'il y a un rapport avec l'agitation des personnes et le fait qu'ils ne sont plus accueillis bien en amont de la crise, qu'il n'y a plus des dispositifs de prévention, etc., etc. Alors il dit, non, il n'y a rien à voir. Bon. Alors, quand vous avez Et puis du coup, ce ministre va dire, de l'avis des psychiatres eux-mêmes, il y a une dimension thérapeutique à la contention et l'isolement. Bon. Et quand vous avez le haut du corps psychiatrique, parce que le ministère, les ARS, les directions des hôpitaux, les médecins chefs de pôle et tout ça, toute cette ligne-là qui va du haut de la tête jusqu'au bas du corps psychiatrique, quand vous avez le haut du corps qui dit que tout ça, c'est des soins et puis circuler, il n'y a rien à voir et ce n'est pas grave, ça crée de la souffrance chez les patients parce que finalement, comme on les attache pour leur bien, soyez contents qu'on vous attache, c'est pour votre bien, puisque c'est un soin, alors qu'il n'y a nulle part dans la littérature internationale qui est dit que c'est un soin, la contention mécanique. Bon, je passe. Et de l'autre côté, ça fait du malheur chez les soignants, parce que quand vous êtes soignant, que vous savez que attacher, ça provoque de la honte et de la souffrance chez vous, que ça provoque de la honte et de la surpathologie chez les patients, là, vous allez avoir les 3 destins de la honte devant vous quand vous êtes soignant. Hein, et vous allez avoir le premier destin de vous dire je ne suis pas fait pour ce travail, en fait, ça m'impacte trop, je déprime, burn-out, souffrance au travail, etc. Et donc, les gens là vont à 2 chemins. Le premier chemin, ils changent de service, ils ne veulent plus travailler en psychiatrie. Hein, et là, nos gouvernants vont dire ah, le choc d'attractivité, puis personne ne veut travailler. Bah oui, parce que vous orchestrez les pratiques de merde. Donc, il y a ça d'un côté.
De l'autre côté, des gens qui vont partir en arrêt de travail en disant « mais moi, j'en peux plus de travailler comme ça, j'ai pas fait ça pour ça. Moi, ce que je veux, c'est accueillir les gens, travailler avec eux, prendre le temps qu'il faut. » Bon. Et donc, arrêt, mutation, ou voire, ce qui est très, très fréquent maintenant, c'est désertion des soignants et qui font autre chose que du soin après. Les infirmiers ont 10 ans d'espérance de vie dans le métier. Hein, voilà. Et les psychiatres, pareil. Les internes commencent psychiatrie, après font autre chose. Bon. L'autre destin de la honte, c'est le corps psychiatrique asilaire qui va dire bon, « tu vas t'habituer, t'inquiète pas, tu vas t'habituer à attacher. » Et puis alors là, s'ouvre à vous tout le renoncement, tout le nihilisme thérapeutique qui va arriver, où votre carrière professionnelle va se transformer en un désert relationnel et voire en un sadisme que vous allez faire vivre aux patients. Et à la fin des fins, soit vous êtes de plus en plus sadique, soit vous craquez quoi, aussi. Bon. Et puis la troisième voie, plus réjouissante, c'est vous faites ça et là vous dites en fait c'est plus possible. Comment collectivement on va s'interroger pour faire autrement. Et ce collectivement, c'est soit avec ses collègues, c'est soit avec le haut du corps psychiatrique, avec une direction d'un hôpital, avec l'ARS, avec etc. Bon. Mais si vous avez le haut du corps psychiatrique, les tutelles en premier, là, qui en ce moment est mais tout à fait d'accord avec la culture de l'entrave, cette culture de la domination là, sur les corps et les psychés, des psychiatrisés en premier lieu et des personnes qui s'en occupent en second lieu, eh bien, vous avez des catastrophes permanentes qui vont se traduire par des burn-out, on peut dire, et puis surtout qui vont se traduire par une violence accrue dans les soi-disant soins pour les personnes gravement malades. Comme hélas beaucoup de personnes s'en sont rendues compte, l'hôpital public est en crise depuis des années, il n'y a pas de financement, les pénuries s'accumulent. Est-ce que vous vivez ça aussi en psychiatrie et quelles sont les conséquences? Oui, mais alors si vous voulez, on vit ça de manière majeure. Alors bon, souvent ce qu'on entend dans les médias, c'est la psychiatrie et le parent pauvre. Alors on ne parle même pas de la pédopsychiatrie qui est l'enfant plus que pauvre de ce parent pauvre. Bon. Bien entendu, de toute façon, les pénuries en psychiatrie, elles sont de plusieurs ordres. Bien entendu qu'il y a des pénuries financières. La contention financière, ça y va à bloc. Mais il y a les pénuries aussi de ressources humaines, comme on dit depuis le management de l'après-guerre. Bon. Mais il y a aussi la pénurie de psychique, d'accueil et d'hospitalité. Il y a la pénurie dans les formations des professionnels. Et puis, il y a nos pénuries dans notre monde actuel de plus en plus facho, où l'emmurement des relations sociales est à l'image de l'emmurement du monde. On construit de plus en plus de murs, de barrières entre États, entre pays. Bon, quand les gens de Fondamental, qui est un think tank néolibéral lié à l'Institut Montaigne, dit la maladie mentale est une maladie comme les autres, fais-moi rire, parce que la psychiatrie, c'est la seule discipline de la médecine où on peut obliger quelqu'un à se soigner. Ça n'existe nulle part ailleurs, l'obligation de soins comme ça. Et ça fait qu'il y a une partie de la psychiatrie qui s'occupe de l'ordre public. Hein, et moi, quand je travaillais à l'hôpital public, eh bien, il y avait des personnes hospitalisées sans leur consentement. Donc, à mesure que vous détruisez l'accueil et l'hospitalité, vous allez avoir une augmentation en flèche des mesures de contrainte. Et du coup, la psychiatrie va faire comme l'État actuel, va privilégier le régalien et se centrer sur les menaces à l'ordre public. Hein, les sorties du ratage psychiatrique qui nous gouverne, là, Darmanin qui parle de ratage psychiatrique, bon, je ne sais pas de qui ou de quoi il parle, j'espère que ce n'est pas projectif. Il parle d'abord et avant tout d'un ratage organisé par les politiques néolibérales, c'est-à-dire celui de soigner les gens. Quand vous ne soignez pas les gens, ils vont de plus en plus mal. Quand ils vont de plus en plus mal, eh bien, vous avez de plus en plus besoin d'avoir recours à la psychiatrie sécuritaire. Et c'est celle-là qui va être financée. Voilà, on finance les unités de soins intensifs en psychiatrie, on finance les chambres d'isolement, on finance les dispositifs de contention, etc. Mais on ne finance pas les soins réels. Bon. Et alors, l'hôpital public et l'hôpital psychiatrique public, en fait, en 2018-2019, quand il y a les révoltes du printemps de la psychiatrie, où il y a plein d'hôpitaux qui se mettent en grève, sur quoi portent les revendications des soignants? Elles ne portent pas sur des revendications de salaire ou de temps de travail et tout ça.
elle porte sur des revendications à la dignité de l'accueil des premiers concernés. C'est-à-dire, elle porte sur comment on soigne, sur l'éthique du soin. Ça, c'est radicalement nouveau. Bon. Et donc, il y a des gens qui font des grèves de la faim à Rouen, il y a des gens qui se perchent sur le toit d'un hôpital au Havre, il y a des gens qui occupent la place, un rond-point devant l'hôpital d'Amiens pendant 120 jours, 90 nuits, et ça, c'est avant les Gilets jaunes. Il ne va y avoir aucune solution politique qui est donnée à ça. Aucune. Et on va dire, et ce qu'on dit encore maintenant, ça tient. L'hôpital tient, hein, on met cette mystique-là de ça va tenir. Enfin, ça dépend comment on regarde, ça ne tient pas du tout. Hein. Les gens crèvent et ils vont crever de plus en plus. La question de la dangerosité, alors elle est mise en épingle dans les médias. Dès qu'il y a quelqu'un qui tue et qui a des troubles psy, on va dire oui, pourquoi on n'enferme pas les fous? Enfin, il va y en avoir de plus en plus à mesure que la folie, on ne l'accueille pas, elle se transforme en furie. Ça, c'est Antonin Artaud qui dit ça. Qui dit que quand on perd la poésie qu'il y a en nous et ce que c'est que l'existence humaine, et qu'on n'accueille pas les personnes qui sont en marge de cette existence humaine, eh bien la folie se transforme en furie. Et vous dénoncez justement cet amalgame qu'on fait assez fréquemment entre la maladie mentale et la criminalité. Est-ce qu'il y a une dérive sécuritaire à l'hôpital? Ah ben, bien entendu, cette dérive sécuritaire, si vous voulez, on avait institué le collectif des 39 contre la nuit sécuritaire au moment où Sarkozy, président de la République, va à l'hôpital d'Antony en 2008 et fait un discours. Il a commencé à dire, voilà, là, les criminels et les malades mentaux, voilà, c'est la même chose. Donc, il y a eu 70 millions d'euros de débloqués là, en très peu de temps, en quelques semaines, pour reconstruire des chambres d'isolement, des unités pour malades difficiles, etc. Bon. Dans le même temps, l'accueil, les soins, sur le temps qu'il faut, étaient et continuent d'être dézingués. Dans le même temps, se créent des fichiers de croisement entre fichier S et personnes hospitalisées sans son consentement, ce qu'on appelle le fichier OpsiWeb, qui a été mis en place par Gérard Collomb, 2018-2019. Donc, vous êtes un peu suicidaire, déprimé, vous n'êtes pas d'accord pour qu'on vous hospitalise, vous vous faites hospitaliser aux urgences sans consentement parce qu'on n'a pas le temps de parler avec vous, puis vous n'êtes pas content qu'on vous parle mal, et puis du coup, vous vous retrouvez à l'hôpital sans votre accord, vous êtes fiché et vous allez être croisé avec les fichiers S. Voilà. Opacité complète sur le fonctionnement de ce fichier. Bon. Donc, il y a ce pan-là, si vous voulez, sécuritaire, mais vous allez avoir aussi, plus grave, la répression qui va s'abattre sur les soignants et aussi sur les patients qui l'ouvrent. En 2018-2019, quand les soignants se soulèvent pour le printemps de la psychiatrie, la plupart des gens qui se sont soulevés, là, vont être réprimés gravement, vont être changés de service, vont quitter l'hôpital parce qu'on va rendre leur vie invivable. Et ça, les personnes en fonction de responsabilité dans les hôpitaux et dans les agences régionales de santé sont coupables de la désertion des personnels et du mauvais accueil et de la maltraitance institutionnelle qui a cours depuis des années. Ils sont coupables. Et je vais vous prendre un exemple de ça. Un exemple, c'est que quand je disais que le haut du corps psychiatrique soutient la culture de l'entrave, je vous ai raconté que le contrôleur général des lieux de privation de liberté fait des recommandations qu'il publie au journal officiel très régulièrement, donc qui sont des choses importantes, et où ils vont dénoncer des pratiques indignes. Un jour, le contrôleur des libertés se rend à l'hôpital de Chinon et écrit pour la première fois de son histoire au ministre de la Santé en disant « Monsieur le ministre », encore le médecin esthéticien des Champs-Élysées, donc Olivier Véran à l'époque, ministre de la Santé, donc le contrôleur des libertés dit « Monsieur le ministre, voilà une équipe de psychiatrie qui organise son travail autour du droit des patients, qui a les portes ouvertes, a très très peu recours à l'isolement, n'a pas recours à la contention. C'est un service modèle pour la psychiatrie française. Et ce service-là, il y en a d'autres, voilà. Mais il faut absolument que vous le souteniez, parce qu'en ce moment, sous prétexte que la dette publique, c'est mal, comme dit Sandra Lucbert, eh bien, l'hôpital de Chinon est en dette. Donc, il va falloir le restructurer, il va falloir mutualiser tous ces mots de la novlangue managériale
à vomir. Et donc, l'équipe de psychiatrie va se faire défoncer, hein, et va se faire exploser. Donc, s'il vous plaît, monsieur le ministre, dit la contrôleuse des libertés, faites quelque chose. Bon. Le ministère répond de sa plus scabreuse plume qu'il est pour la mutualisation et le plan de retour à l'équilibre de l'hôpital de Chinon. Donc, en résumé, le droit des patients et des tentatives de psychiatrie émancipatrice et des pratiques concrètes, on s'en tape. Vous voyez, c'est ça la culture de l'entrave. Et donc, sécuritaire. Mais dans le sécuritaire, comme vous le rappeliez, on enferme des gens sans leur consentement. Mais est-ce qu'on peut les soigner dans ces conditions? Est-ce qu'on peut soigner des gens sans leur consentement? Alors, moi, qu'est-ce qu'on met sous le terme de soin? Ce que je vous ai dit, pour moi, le soin, c'est travailler la relation. Bon. Soigner sans consentement, pour moi, c'est un oxymore, c'est pas possible. On ne peut pas soigner sans consentement. On peut contraindre quelqu'un à prendre des médicaments sans son consentement. On peut contraindre quelqu'un à être à l'hôpital dans un lieu sans son consentement. On peut contraindre quelqu'un à aller à une consultation sans son consentement. Mais pour soigner, il faut forcément qu'il y ait une petite partie d'activité de la personne à faire les choses, à être dans sa vie. Si vous la dépossédez complètement de sa vie, vous ne la soignez pas. Donc, on ne peut pas soigner sans son consentement. Par contre, et là, moi j'ai une expérience avec des personnes qui sont tellement mal et malades, qui n'arrivent pas à faire avec l'autre, eh ben, vous allez passer un temps très long, parfois une vie, à tout faire pour qu'elle puisse être active un peu plus dans ses soins. Et il y a des fois, vous devez médicamenter la personne, vous devez la mettre en chambre d'isolement, vous devez la contraindre légalement à rester là sans son consentement, parce que si elle s'en va, elle ne va pas prendre ses médicaments, elle ne va pas revenir vous voir, elle va de nouveau se laisser aller à ses troubles, à s'abandonner elle-même, elle peut crever à la rue, elle peut faire des conneries avec ses proches. Bon. Donc ça, vous ne pouvez pas laisser faire. C'est votre éthique de soins aussi, c'est-à-dire vous êtes, comme disait Jean Houry, responsable de la responsabilité d'autrui. Quand autrui n'est pas responsable pour lui-même, il faut tout faire pour lui redonner à lui-même sa propre responsabilité. Voyez ? Donc, à ce moment-là, des mesures de contrainte légales, chimiques, etc., peuvent avoir leur intérêt, mais là aussi, toujours avec la balance bénéfice-risque. Et si vous avez une psychiatrie qui est fondée sur le risque zéro, sur l'enfermement maximal, la médicamentation maximale, l'isolement maximal, eh bien, vous ne soignez plus. Voilà. Et la psychiatrie, elle ne peut pas faire l'économie d'un risque minimal qui est, on va essayer. On va essayer de diminuer un peu les médicaments. On va essayer que la personne puisse aller en permission. On va essayer. Et puis, si on fait une connerie, elle sera limitée parce qu'on fera les choses de manière proportionnée. Et on reprendra avec la personne, avec sa famille, ses proches, ce qui n'a pas été. Vous voyez ? Et ça va se construire la relation pas à pas. Vous voyez ? Mais de dire que les contraintes légales, chimiques et physiques, ce sont des soins, c'est une réduction un peu barbare de ce que sont les soins. Et est-ce que vous avez été témoin de prises en charge qui font questionner sur notre respect des droits de l'homme? Bien entendu. Moi, j'ai été là, il y a des affaires judiciaires en cours où j'assigne la direction de mon hôpital et l'hôpital au pénal et au tribunal administratif, parce que précisément pendant le premier confinement, avec mon équipe, nous avons dénoncé des enfermements abusifs et illégaux auprès du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Pour la petite histoire, parce que ça parle aussi de la société dans laquelle on est. Au moment du premier confinement, vous vous rappelez, tout était sous cloche. Et dans l'hôpital où je travaillais, il y a une unité Covid qui s'était mise en place. Et puis, dans le protocole de cette unité Covid, il était dit que tous les patients allaient être confinés en chambre. Bon, c'était normal. Et puis, en fait, on s'aperçoit avec les collègues que ce n'est pas confinés que sont les patients qui sont en hospitalisation libre, en hospitalisation sans consentement, mais c'est qu'ils sont isolés, psychiatriquement parlant. C'est-à-dire que la différence entre le confinement sanitaire et l'isolement psychiatrique, c'est que les gens sont fermés à clé. Donc, ils étaient enfermés à clé
pendant 3 jours le temps d'avoir le test, ou pendant 14 jours quand ils étaient Covid+. Des gens, pour certains, hospitalisés librement, c'est-à-dire en accord. Donc c'est illégal d'enfermer quelqu'un à clé quand il est hospitalisé avec son consentement, c'est illégal. Et des gens qui sont hospitalisés pour un problème physique et qui ont des troubles psychiatriques, vous n'avez pas le droit de les enfermer pour traiter leur maladie physique exclusivement. Il faut que ça soit légitimé psychiatriquement. Donc vous avez eu un amalgame entre le confinement sanitaire, on soigne une pathologie physique et la porte est ouverte à clé, et l'isolement psychiatrique. Donc, je préviens la direction de l'hôpital, j'envoie des mails, pas de réponse. Ces gens-là ne répondent pas, bien entendu. Un jour, les portes et les patients qui sont dans l'unité dont j'ai la responsabilité sont toutes et tous enfermés à clé une nuit, les 30, fermés à clé. Le lendemain matin, la médecin de garde, qui est une jeune psychiatre, a le courage de s'opposer à des gens de la direction de l'établissement qui disent « oui, vous renouvelez l'enfermement, sinon on prévient l'ARS de mise en danger de la vie d'autrui ». Cette psychiatre refuse en disant « c'est illégal de faire ça ». Bon. Mais les enfermements dans l'unité Covid d'à côté continuent de plus belle. Et donc là, elle me prévient de ça puisque je suis médecin-chef à l'époque. Avec les collègues, on dit non, on ne peut pas continuer à laisser faire ça, c'est trop grave. Donc on prévient le contrôleur des libertés qui va venir sur site une semaine plus tard, qui va nous donner raison sur tout et qui va publier une recommandation en urgence au journal officiel. Ça sera la 5e au niveau national qu'il y aura depuis la création du CGLPL, qui concerne donc l'établissement public de Moisselles. Bon. Et donc les patients vont être libérés quand même. C'est heureusement qu'on a fait ça. Et là va commencer la cabale à l'intérieur de l'hôpital, où bien entendu certains des syndicats, la direction de l'établissement, des associations, etc., vont dire oui, Bellassène et son équipe ont terni l'image de l'hôpital. Et la direction de l'hôpital va aussi raconter ça. Hein. Et on leur dira, mais enfin, ce qui a terni l'image de l'hôpital, c'est quand même que les gens ont été séquestrés. Au niveau du code pénal, c'est 450 000 € d'amende et 30 ans de prison. La séquestration collective de plus de 7 jours. Bon. Et là, la machine administrative de la bureaucratie infernale se met en place avec le non contradictoire, le non-respect de tout ça. Et à la fin des fins, au bout d'1 an, je vais être destitué de mes fonctions de médecin-chef. Bon. Et la maison des lanceurs d'alerte, là, donc, a été saisie par mon avocat de ce dossier et a émis une note disant que pour elle, c'était acquis le fait que j'étais lanceur d'alerte parce que j'avais répondu à tous les critères du lanceur d'alerte. Mais si vous voulez, ce qui s'est produit, c'est qu'une expérience de 10 ans fondée autour du droit des usagers, fondée autour de pratiques émancipatrices, de psychothérapie institutionnelle, etc., a été détruite en quelques mois à l'hôpital public. Alors c'est ça aussi, l'hôpital public actuellement, c'est-à-dire que ce néolibéralisme autoritaire, dans nos institutions et dans les institutions de soins, il fonctionne pareil. On fait des 49.3 autoritaires aussi à l'hôpital psychiatrique. Vous voyez ? D'où l'intérêt que collectivement, au niveau citoyen, on s'organise à travers des observatoires, des associations, je ne sais quoi, des collectifs, quoi, pour ne pas laisser faire les abus. Parce que la politique psychiatrique actuelle est abusive, mais la politique actuelle est abusive. Et, si vous voulez, et elle nous traumatise toutes et tous. Et là en tant que clinicien, vous savez, il y a 2 temps au trauma. Il y a l'événement traumatique, puis il y a le deuxième temps du trauma, qui est celui qui est le plus effractant, c'est que celles et ceux qui auraient dû être là pour attester de la folie de la situation, de la saloperie qui s'est passée, se défaussent. Ça, c'est le deuxième temps du trauma. Et c'est ça qui rend fou. C'est ça qui rend dingue. Bon. Eh bien, nous sommes dans un moment où le deuxième temps du trauma est institué en politique, où vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit « il n'y a pas eu d'armes de guerre employées à Sainte-Soline ». Vous avez des médias qui montrent des images qui ne reflètent pas la réalité de ce qui s'est passé. Où vous avez le renversement de la saloperie contre celles et ceux qui la dénonçaient. C'est exactement ce qui se passe quand vous êtes lanceur d'alerte. C'est-à-dire, vous dénoncez un truc, et
Après, on vous accuse de ce que vous avez dénoncé. Logique. Comme ça permet de silencier les crimes qui peuvent continuer. Donc, au niveau de la société, ça crée cette folie que nous vivons toutes et tous et qui nous rend dingues, qui nous rend en colère. Et il faut transformer cette colère en lutte politique, qui est que, avec les mots, on va vous dire il n'y a pas de problème. Mais, enfin, vous ouvrez les journaux tous les jours quand vous lisez encore, mais moi, ça me donne envie vraiment de devenir dingue. Rita Segato, elle dit, ça crée une figure anthropologique qui est la figure anthropologique des psychopathes. Alors, je ne dis pas que tous ceux qui nous gouvernent sont des psychopathes, c'est pas ça. Je dis que la figure qui est promue actuellement pour bien gouverner, c'est quelqu'un qui va être coupé de ses émotions et de ses affects, tout en faisant croire à l'autre qu'il est affecté, qu'il est touché. Ma pauvre madame sur les plateaux télé, mon pauvre monsieur, oh pauvre handicapé. Vous voyez, ce système traumatise. Il traumatise les milieux de vie, voilà ce qu'on appelle la nature pour aller vite. Il traumatise les psychés. Nos psychés à toutes et tous sont traumatisés. Et là aussi, vous voyez, c'est un peu comme les 3 destins de la honte à l'hôpital. Il y a plusieurs destins pour nous, citoyens. Le premier destin, c'est de se dire on ne peut rien et d'être dans un nihilisme désubjectivement et puis de vivre sa vie comme on peut. Le deuxième, c'est de se foutre en rogne, et puis alors là, de se prendre du LBD dans la tronche et puis de se faire mutiler, etc. Le troisième, c'est de dire bon, faut quand même un peu croire au système, faut être dedans, je vais essayer de l'aménager de l'intérieur. Et puis, soit de devenir les complices, soit d'en crever, parce qu'il y a plein de gens qui ont des cancers et des infarctus en rentrant dans ces systèmes en pensant qu'ils vont le changer. Et la quatrième possibilité, c'est celle que développent les soulèvements de la Terre dans un ouvrage à paraître, là, qui s'appelle Première secousse, c'est comment on articule ces différents registres. Et moi, dans la révolte de la psychiatrie, à la fin, je parlais des pratiques altératrices. Comment on articule des champs de pratique et des champs de lutte, par exemple la lutte politique, militante, juridique, clinique, là dans mon domaine, un petit peu ce que Dardot raconte sur la transversalisation des luttes. Voyez, et il faut à la fois être dans l'institué et à la fois être peut-être des fois en dehors pour qu'il y ait du pouvoir instituant. Vous voyez, changer la société. Oui, mais quand il y a des conditions aussi dures, est-ce qu'on ne risque pas de rendre les patients encore plus malades? C'est ce que nous, on appelle dans la psychothérapie institutionnelle la pathoplastie. La pathoplastie, c'est de la surpathologie qui est créée à la pathologie des personnes. Mais la surpathologie, elle concerne aussi les soignants, elle concerne aussi les directions des hôpitaux, elle concerne aussi les ARS. La surpathologie, c'est par exemple quand vous n'avez pas le temps et que vous êtes débordé en tant que soignant, vous allez en vouloir aux premiers venus. Les premiers venus, c'est souvent les patients. Vous allez dire j'ai pas le temps. Par exemple, un patient qui vous demande une clope ou je sais pas quoi, qui demande à passer un coup de fil parce qu'il n'a pas son téléphone portable. Oui, j'arrive. Et puis vous n'arrivez pas, et puis il va commencer à gueuler en disant vous n'arrivez pas quand même, vous m'oubliez. Et puis ça va dire écoutez, ça suffit. Et puis, à la fin des fins, le type qui est hospitalisé va s'énerver. Et puis, on va appeler le renfort. Et à la fin des fins, si l'équipe ne se remet pas en question et que le soignant ne dit pas « Oh là là, attends, en quoi je suis pris là ?» Certes, là, en ce moment, je suis qu'avec des intérimaires, je suis seul à tenir le service et puis je ne suis pas aidé par la hiérarchie de mon hôpital. Bon, OK, mais ce n'est pas au patient d'assumer et puis de prendre sur lui tout ça. Il faut que je me calme. Mais ça, c'est de plus en plus difficile d'avoir ce recul-là. Parce que justement, la compression du temps, elle crée de l'affrontement. C'est la logique de l'affrontement. Vous allez taper ce qui est le plus proche de vous. Comme on arrive presque à la fin de cet entretien, j'ai envie de vous demander quels conseils vous donneriez aux gens qui souffrent psychologiquement et qui voudraient sortir de leur situation? Regroupez-vous, parlez ensemble, allez voir les gens à côté de chez vous ou plus loin. Voyez, ayez la fonction rond-point dans vos têtes, c'est-à-dire la fonction où on partage la vie quotidienne, ce qui était la fonction bistrot ou place du village. C'est-à-dire que il faut sortir de cette solitude politique qui est organisée aussi politiquement. Ça, je crois que c'est le premier conseil, c'est il faut trouver des lieux d'échange et des lieux qui vont nous faire du bien, pas qui vont nous soigner, mais qui vont nous faire du bien parce que y a de la vie,
parce qu'il y a de l'échange, parce qu'il y a de l'altérité, parce que voilà. Donc ça, c'est la première des choses qui, finalement, ne nécessite pas de prendre des cachetons. La deuxième, c'est que toujours se poser la question que si vous êtes en souffrance, il y a deux parties à la souffrance. Il y a la souffrance propre, interne, aliénation psychopathologique, et il y a aussi ce que la société nous fait souffrir. Et ce n'est pas l'une ou l'autre, c'est l'une et l'autre articulées. Donc, attention, quand vous souffrez au travail, allez aussi voir peut-être un avocat et les syndicats, et pas juste prendre des antidépresseurs. Bon. Et puis, la dernière des choses, si vous êtes en souffrance et que vous avez besoin d'avoir recours à des professionnels, faites tout en tant que citoyen pour que les lieux de soins, le service public, soit de nouveau à votre service et au service du public. Et ne laissez pas faire celles et ceux qui ont décidé de le dépecer. Créez un comité de quartier, envahissez les conseils de surveillance de vos hôpitaux, faites des mobilisations avec les soignants. Le problème étant que vous nous laissez trop seuls, vous les citoyens, avec ces problèmes de santé, alors que c'est l'une des problématiques les plus importantes pour les citoyens. L'histoire des immigrations, de machin, tout ça, c'est des conneries qui sont bien en dessous. La question, c'est celle des services publics. Donc, collectivement, il faut qu'on force cet État néolibéral à refaire du service public et qu'on crée des collectifs, des coopératives, tout un tas de formes dont on ne sait pas encore quelles elles seront. Mais si vous êtes en souffrance, vous avez aussi besoin de lieux comme ça, de lieux autogérés, de lieux qui soient sympas et accueillants. Voilà. Et ne vous laissez pas faire sur les prétendus experts qui vous veulent du bien. À partir du moment où on vous veut du bien, méfiez-vous et essayez plutôt d'avoir confiance dans les gens qui essayent de faire avec vous les choses, mais pas qui font les choses sur vous, sans vous. Hein. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Eh bien, je vais vous répondre, la psychothérapie institutionnelle. Ce qu'on a renommé les praxis instituantes, notamment avec Dardot et Laval. Alors, la psychothérapie institutionnelle, qu'est-ce? Alors, il y a des expos en ce moment qui en parlent beaucoup, notamment autour de figures comme François Tosquelles et sa déconiatrie, le fait de faire de la psychiatrie vivante et avec humour, hein, c'est ce qu'il appelait la déconiatrie. La psychothérapie institutionnelle consiste à soigner les institutions de soins pour pouvoir soigner les personnes malades. Et ça, en fait, ça ne concerne pas que les institutions de soins. Par exemple, vous aviez la pédagogie institutionnelle, vous avez toujours ce mouvement-là, qui est de soigner l'école pour faire que les enfants puissent bien apprendre et bien se développer, bien grandir dans cette institution qu'est l'école. Mais vous avez aussi, on pourrait faire une psychothérapie institutionnelle de la justice, hein, avec tout ce qui est la justice restaurative, etc. Et en fait, vous pourriez faire une psychothérapie institutionnelle de toutes les institutions, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire comment vous analysez les pathologies du milieu dans lequel vous êtes. Alors, la pathologie tranquille de beaucoup d'entreprises néolibérales, c'est la perversion institutionnelle. Vous voyez ? Alors, avoir des outils d'analyse et de traitement, de soins des institutions, pour soigner les institutions de leur folie, de ce qu'elles nous font vivre, permettrait qu'on aille mieux, mais ça permettrait aussi et surtout de remettre en perspective et en cause le cadre général de nos institutions. Et c'est là la différence majeure et radicale entre le cadre du néolibéralisme qui demande de s'adapter, que la personne s'adapte à un cadre qu'on ne remet pas en question, et le cadre de la psychothérapie institutionnelle qui est que l'individu est libre à l'intérieur de ce cadre, mais surtout, il faut absolument qu'il puisse être en capacité de remettre en question le cadre et de le transformer pour que ce cadre s'adapte de plus en plus à lui et à ses besoins. Donc pour la démocratie, s'il y avait un petit peu de psychothérapie institutionnelle pour la démocratie, c'est qu'on puisse collectivement remettre en question le cadre général de l'auto-institution de notre société, comme dirait Castoriadis, et c'est ça la définition de la démocratie, la remise en question permanente du cadre d'institution de la société. Voilà.